Vulgaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire, qui est un vulgaire un peu particulier, et je suis très très heureuse de cet épisode, puisque d'abord il est fait quand même de manière un peu internationale, parce qu'actuellement moi je suis à Paris, mais mon invité est quand même à Bruxelles, ce qui est quand même vraiment le futur, j'ai envie de dire. Mais surtout, je suis avec quelqu'un d'extrêmement talentueux et voilà, je suis très très heureuse de travailler avec cette personne. Merci d'ovationner dans vos têtes et dans vos métros, parce que c'est quand même souvent là qu'on m'écoute. La Big Bertha. Et bonjour. Bonjour la Big Bertha à l'international. N'est-ce pas? En tournée internationale à Charleroi. Non, je déconne, je suis à Bruxelles. Ouais. Tu sais que j'ai joué à Charleroi et je devais aller jouer dans une... Je raconte ma vie directe, c'est censé être une interview de toi, mais je te propose Non, mais j'aime bien, je note et après je vais te poser des questions moi-même. D'accord. T'as préparé d'ailleurs, j'imagine. Bien sûr. Bien sûr. Non, je vais jouer à Charleroi et on me dit il faut qu'on aille à la radio, à Charles King Radio. Charleroi, Charles King. Oh, bravo. Et en fait, la radio, c'est vraiment une radio quand même très très locale. C'est pas un truc, tu vois, c'est pas France Inter, quoi. Mm-hmm. Et en fait, la radio il y avait eu une bombe. Donc on avait dû faire ça à l'étage dans un endroit qui était la cafette, parce que dans le vrai studio, il y avait eu une bombe qui avait explosé. C'est chaud, Charleroi. On rigole, mais c'est chaud, Charleroi. Hein? Je te jure, c'est vrai. Mais non. Je te jure, c'est vrai. Oui, c'est un peu chaud tendu. Donc je suis content d'être à Bruxelles et pas à Charleroi. Pourquoi, la Big Bertha, es-tu à Bruxelles? Eh bien, je suis à Bruxelles parce que nous sommes en pleine tournée du Drag Race France Live qui s'appelle le légendaire Cabaret Club. Et là, on en est à notre 6e date de tournée sur 25. Et ça se passe bien. Et ça se passe, mais merveilleusement bien. C'est génial. On a la chance d'être toutes les queens du casting de la première saison de Drag Race France. On est les 10 queens sur scène avec Nicky Doll en maîtresse de cérémonie. Et on fait des salles juste gigantesques. Je l'ai vu à Paris sur la première date. C'est-à-dire que les gens hurlaient tellement fort que j'avais mal aux oreilles et ça ne m'est jamais arrivé. J'ai jamais vu ça, en fait. Si, un concert de Diams, une fois. Non, mais j'ai des potes qui m'ont fait un retour en me disant, alors, certes, le show peut être fatigant pour vous, mais pour nous, c'est épuisant. Parce que ça hurle, ça danse, ça chante, ça tape dans les mains, ça fait n'importe quoi, ça fait des roulades. Et ça pendant 3 heures. Oui, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. Je me suis dit, mais est-ce que c'est parce que moi, c'était la première que j'ai vue et que donc, forcément, c'est quand même un show qui dure 3 heures, je sais pas quoi. C'est hyper long. D'ailleurs, un petit conseil, si vous y allez, mettez des boules caisses. Parce que moi, vraiment, j'avais mal aux oreilles, quoi. Bah, alors, c'était génial, mais les gens hurlent tellement que, voilà. Et mettez du déo aussi, mais ça, c'est par rapport à mon voisin. Voilà. Je vais faire du déo dans mon merchandising, si tu veux. C'est vrai? Franchement, ça serait tellement génial. Du déo et des petites pastilles à la menthe. Ah ben, merveilleux. Bah, franchement, ça va, j'ai pas parlé avec eux, mais juste, s'il te plaît. Oh là là, c'était chaud. Vraiment, le show est magnifique, mais l'odeur est dégueulasse. Alors, on ne parle pas de l'odeur des queens. Non. Parce que nous, on sent baume de parfum dans tous les sens. Ah bah alors que ça ne sert strictement à rien, puisqu'on est sur scène, on est loin de vous. Mais voilà. Enfin, non, il y en a certaines qui descendent sur scène pour s'approcher du public. Du peuple. Comme qui, par exemple? Comme qui descend dans le... Je ne dis rien. Ah non, on va pas... Oh... Non, on va pas spoiler, parce que les photos, les gens ont déjà vu en photo dans vos stories, finalement. Non, mais alors, dis-toi une chose, c'est que moi, je suis en énorme réflexion, en plein questionnement. Parce que je vois toutes les autres queens qui repostent toutes les stories des shows, et moi, en fait, je ne reposte rien, parce que je me dis, j'ai pas envie de spoiler les gens qui vont venir au show. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que reposter les stories, ça ne serait pas donner envie à d'autres personnes de venir? Donc tu vois, je suis un peu le cul entre deux chaises. De toute façon, c'est blindé. Oui, mais il y a plein de nouvelles dates qui arrivent. Ah, c'est génial. Le spoiler, du coup, c'est un premier spoiler. Ouais, c'est ça. Bon, attends, parce que on va pas, n'allons pas trop vite, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, mais de quoi ça parle en fait. Voilà. En fait, donc, tu as participé à une compétition de drag queen qui est mythique partout dans le monde et qui a eu sa première version en France, qui s'appelle donc Drag Race France, avec un bon accent français. Drag Race France, voilà. Ça, c'est ce qui se passe. Et ça a été un énorme carton. Il y a eu 4 millions de vues, c'est ça, je crois. Tête.
7 millions de vues, c'est On est à un truc de 7,7 fou. là pour l'instant, et ouais. C'est un truc de fou, c'est incroyable. C'est devenu ma saison préférée de toutes les saisons. Avec la saison 6 quand même de Drag Race, la version américaine. Hyper touchant parce que français. Donc en fait, quand d'un coup t'as des drag queens qui font du Diams ou de Ophélie Winter, enfin voilà, je trouve que c'était incroyable. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du drag? C'est ma première question. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du drag? C'est en fait que dans le drag, il y a quelque chose de très important, il y a quelque chose de fantastique. C'est que le drag réunit un petit peu toutes les formes d'art possibles et imaginables. Ce qui veut dire que moi, à la base, j'ai une formation de comédien. Et en arrivant à Paris, j'ai pas trouvé ma place. Donc j'ai commencé à faire de la danse, à commencer à faire de l'opéra, à toucher un petit peu à plein de choses. Et je me suis dit, mais toutes ces choses-là me plaisent. Mais j'arrive pas à trouver un moyen d'utiliser toutes ces techniques, d'utiliser tous ces différents arts. Et en fait, le drag, c'est ça. En fait, le drag, tu peux avoir une performance qui est totalement opéra avec du cirque, avec etc. Enfin, c'est une liberté créative, une liberté de création que tu n'as pas autre part. Ouais. Et c'est ça qui m'a énormément plu. Et qui plus est, tout en incarnant un personnage qui est soit une personne différente de toi, soit de l'extension de toi-même, ce qui est le cas pour moi avec Bertha. Et ouais, non, c'est vraiment, dans le drag, je trouve une liberté d'expression totale. Une à liberté quel moment, créatrice. toi, tu passes de toi, ton prénom, je sais pas si on a le droit de le dire, au moment où d'un coup tu te dis bon bah voilà, j'y vais, je vais aller chez Sephora, je vais acheter un eyeliner, un petit peu de fond de teint, un gros rouge à lèvres et je vais aller acheter une perruque je sais pas où d'ailleurs où t'achètes des perruques, dans ton magasin de perruques. À quel moment, tu vois, tu fais le pas? Ben moi depuis petit, je me transforme, depuis petit, je me déguise, depuis petit, j'ai retrouvé ma toute première photo de drag queen, c'était en 1989. Ah, génial. Et j'étais petit, je ne vais pas dire quel âge j'avais en 1989. Mais Parce que je suis jeune et fraîche, je suis jeune et éternel, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai toujours eu cet amour du déguisement, cet amour du travestissement. Et même quand j'étais petit, quand mes parents me demandaient qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, je leur répondais, ben en fait, je veux soit avoir un cirque, soit avoir un cabaret. Ah, mais c'est génial. Tu vois, donc et c'est pour ça que après, au fur et à mesure, quand j'ai grandi, j'ai commencé à découvrir plein de personnages et des grands noms comme Jean-Marie Rivière, qui est c'est le papa en fait du Paradis Latin. Ok. C'est lui qui a créé le Paradis Latin, l'Alcazar, la Grande Eugène. Est-ce que c'est lui dont tu me parlais à Bobino? Exactement. Parce qu'on a fait, pour les gens qui n'étaient pas là, on a fait une soirée à Bobino qui s'appelle Fier, qui est merveilleuse, que vous pouvez retrouver en replay sur Canal+. Et donc, tu me disais, mais c'est incroyable d'être à Bobino pour moi, parce que, donc, quand j'étais jeune, désolé, ça va être long. Non, mais pas de problème, je trouve ça génial. Quand j'étais jeune, tu vois, à l'âge de 12-13 ans, j'ai découvert Jean-Marie Rivière avec les revues de Jean-Marie Rivière. Et j'ai découvert un groupe de drag queens, elles étaient 4, qui avaient été constituées par Jean-Marie Rivière et qui tournaient un petit peu dans ces cabarets, mais aussi aux États-Unis. Elles ont fait énormément de dates à New York, et on va être dans les années 70-80. Et quand je suis arrivé à Paris, moi, il y avait un cabaret qui a été monté à Bobino. Et dans ce cabaret, ce fameux groupe de 4 drag queens performait. Donc moi, bien entendu, j'ai dépensé tout mon argent d'étudiant. Je pense que à cette époque, je pouvais te cuisiner le riz dans tous ses états. Le riz et les pâtes, voilà. Et donc j'allais très régulièrement à Bobino voir ce cabaret parce qu'il y avait une des drag queens qui, pour moi, était l'exemple même, la quintessence de la drague qui me plaisait. Et on a commencé à un peu discuter, à échanger. Et cette drag queen s'appelait la Grosse Bertha. Et moi, maintenant, c'est la Big Bertha. Mais tu lui as demandé son autorisation à la Grosse Bertha? On en a discuté, ouais. On en a discuté, elle m'a dit, il te faut quelque chose de contemporain. Un truc, pas un truc à la con, quelque chose de contemporain. D'accord. Donc voilà, et moi je rêve, là je suis en pleine réflexion pour reprendre un de ces numéros signature d'une grande diva lyrique. Je suis en train un petit peu de réfléchir à tout ça, faire un hommage à la Grosse Bertha, quoi. Et tu sais que la Grosse Bertha, c'est une bière? J'ai vu ça hier soir. Eh bien, la Grosse Bertha, c'est aussi une bière belge, exactement, qui est très bonne. C'est une bière
C'est une blonde un petit peu agrume. Et Alors oui, que toi, t'es plus rousse quand même, je trouve. Eh bien, ça dépend, dis-toi. Ça y est, je commence à changer de Ah ouais? couleur. De ouf. Ah oui, mais j'ai vu que t'étais blonde, je sais plus où, là. Blonde, rouge, bleu. Oh, waouh, révolution, quoi. Bertha 2022. Incroyable. Grave. Mais quand même, ton premier numéro, tu l'as fait quand? Mon premier numéro, alors justement, c'est à quel moment tu peux considérer ça comme un numéro ou pas? Parce que Déjà, est-ce qu'on dit numéro? faire des lip sync dans des bars en drague, tu vois, qui sont pas du tout travaillés ou autres, ça fait longtemps, Ouais. tu vois. Mais après, moi, j'ai commencé à professionnaliser Bertha quand j'ai commencé à faire de l'effeuillage, du burlesque, la grand-mère du C'est là qu'on striptease. s'est rencontrés, d'ailleurs. C'est exactement là où on s'est C'était rencontrés à la nouvelle c'était en scène. 88, il me semble. Oh, Quelle c'est année? chaud. 2000. Tu avais ta hanche encore, rappelle-moi. Oui, tout à fait. Et c'est à partir de ce moment-là où là j'ai vraiment commencé à construire des numéros, des performances où là-dessus tu es directeur artistique, chorégraphe, styliste, metteur en scène, Ouais. ingé son, etc. Et ça, je pense que c'était il y a 8-9 ans. Ouais, il y a 8-9 ans, c'est les premiers débuts burlesques, mais Bertha existe depuis un petit peu plus de temps. Putain, c'est fou. Et donc là, il y a cette compétition qui arrive en France. T'as été content de savoir que ça arrive en France? J'étais très content, vraiment. Mais j'étais aussi très inquiet. Ah ouais, de quoi? Très inquiet de savoir comment la France va pouvoir adapter ce format si iconique. Ouais. Et aussi inquiet à savoir quel va être l'accueil Ouais. de ce format en France. Ouais. Après, ça a été fait par Raphaël Thioffi. Il est quand même, il est très fort déjà. C'est un auteur incroyable et il a une super connaissance d'abord des milieux LGBTQIA+, et puis surtout de l'histoire et tout ça. C'est lui qui a écrit le show de Jean-Paul Gaultier aussi, donc il est quand même très fort. Liliane aussi, plein de choses. Et moi, je me disais que en fait, quand j'ai su que c'était lui, je me suis dit que ça serait bien. Je sais pas comment te dire, j'en avais la certitude. Ouais. Moi, j'avais un peu peur parce que forcément, on est exposé. C'est certain que si je n'avais pas vu Raph sur ce projet, je l'aurais pas fait. Pour moi, ça a été un gage de qualité, un gage de confiance. Ouais. Parce que pour toutes les raisons que tu viens d'exposer, en fait. Parce qu'il a cette culture, il a cette connaissance, et c'est pas où en fait tu sais très bien qu'il va tout faire en tant que producteur pour montrer le meilleur de la drag queen, en fait. Il va pas faire une vitrine de supermarché où en fait regardez les drag queens comment elles sont, regardez. Non, il va donner la parole en fait aux drag. Et ça, pour moi, c'était indispensable. Ouais. Hier, j'ai croisé Rose et Pounani. Oui. Qui sont deux drag queens trop sympas. Et en fait, elle me disait que il y avait plein de drag queens qui ont vachement hésité à se lancer et qui se disaient bon, on attendra de voir la deuxième saison parce que de peur que ce soit raté en fait. Toi, tu t'es lancé? Moi, je me suis lancé pour une seule et bonne raison, parce qu'au début, j'avais dit non. On t'a contacté donc? On m'a contacté, ouais. Je te préviens, je vais te poser plein de questions hyper techniques parce qu'il y a plein de trucs que je comprends pas, donc j'ai vraiment envie de comprendre comment ça fonctionne. Alors au début, on m'a contacté, etc. Mais moi, j'avais dit non pour Drag Race. Et c'est la directrice de casting, Jeanne, je t'aime, qui en fait a passé des heures, des jours, des semaines au téléphone avec moi, en me disant, mais pourquoi un non? Et je lui parlais de contrat, je lui parlais d'exclusivité, je lui parlais de cachet. Voilà, il me dit, mais ok. Et après, je lui dis, parce que je ne veux pas rentrer dans le moule, en fait, dans le moule Drag Race, une drag queen, c'est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et en fait, elle m'a convaincu en me disant, mais justement, en fait, on te veut pour casser ce moule et pour justement offrir une diversité totale de drag sur cette émission-là. Est-ce que t'es la première drag à barbe? Non, je suis la 5e de la franchise. Ah ouais, ok. Ouais. Bah, dans mon cœur, t'es la première. Ah, bébé. Donc, on te dit, bah, vas-y, fais-le. Donc, il faut quand même que tu fasses un casting. Alors, les castings, en fait, ça se passe en 3 étapes. D'accord, merci. T'envoies d'abord un dossier, en fait, un dossier complet. Après, tu dois envoyer une vidéo de présentation. Et après, tu dois envoyer une vidéo de Snatch Game. Ah oui. Et là, toi, t'as fait COF? Et là, j'ai fait COF. Et là, j'ai fait la vidéo. Et moi, j'ai pas fait les autres. Moi, je suis allé directement à la vidéo de Snatch Game où j'ai fait COF. Voilà. Bah, trop cool. Et donc là, t'es pris. On te dit, c'est bon. Tu sais qui sont les autres ou pas? Non. Tu savais pas. Je sais pas du tout. Mais Soa, tu savais? Bah, c'est ma sœur.
Bah oui, c'est ça. Et Je c'est moi savais. qui l'ai poussé, c'est moi qui l'ai poussé à faire l'émission et il voulait pas. Ah, trop bien. C'est une fois à Roubaix, on s'est trouvé en loge, on était en perf ensemble à Roubaix et je lui dis t'as fait ta vidéo de candidature de Drag Race? Arrête, lâche-moi avec ça. Alors ma fille, je vais pas te lâcher. Tu l'as fait tellement bien. Je dis ma fille, je vais pas te lâcher quoi. Je ne vais pas te lâcher, c'est tu vas la faire. Oui, mais je sais pas comment faire. Bah, t'as un téléphone, t'as une caméra. Excuse-moi, t'es très forte pour faire tes petites vidéos coquinettes là, hein, en loge quand on fait nos vidéos toutes les deux. Donc là, tu vas prendre ton téléphone, tu vas prendre ton iPhone et hop, tu vas te filmer, tu vas raconter 3-4 conneries, tu vas mettre 2 vidéos de tes performances et bisous bye. Et thanks God, elle l'a fait. Génial. Donc c'est bon. On te dit c'est bon, c'est validé. Ouais. Vous êtes 10. Tu ne sais pas qui sont les autres. Non. Donc j'imagine que toi, tu te prépares pour ce truc. Donc tu te prépares un dressing en fait. Ah mais tu prépares En fait, tu te poses la question à savoir comment tu vas déplacer toutes tes armoires dans le studio. Ouais, c'est ça. C'est fou parce qu'en fait, tu dois prévoir certaines tenues, mais après, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Les challenges, on n'est pas au courant. L'ordre, on n'est pas au courant. Les lip sync, on n'est pas au courant, etc. Mais on est obligé quand même de ramener des tenues en spare pour on ne sait pas quel challenge. Donc, moi, je suis venu avec 9 valises et je sais pas combien de housses de vêtements. Ils devaient m'envoyer un van pour récupérer toutes mes valises. Ils m'ont envoyé un camion de déménagement. Et là, j'ai dit, on commence à se comprendre. Bravo. Ok. Est-ce que ça veut dire que pendant la compétition, parce que bon, toi t'arrives, t'as déjà ton drag, t'es quand même expérimenté, t'as quand même l'habitude de la scène, t'as l'habitude de tout ça. Est-ce qu'en fait, en cours de route, t'as eu l'impression que ton drag a évolué? En cours de route, mon drag a évolué. Ça c'est certain sur plein de choses. Parce qu'en fait, déjà, t'es 10 drag queens, t'es entouré de sœurs, 10 drag queens, et tu vois un petit peu aussi comment elles travaillent. Parce que souvent, nous, en tant que drag queen, on est souvent en solo. On est des soloistes, en fait. Ouais. Et là, tu te retrouves en troupe. Et tu vois un petit peu comment les filles travaillent, comment les filles fixent leur wig, comment les filles font ça. Et chacune, on se donne des conseils. Donc, sur le niveau de travail, oui, il y a une évolution. Parce qu'on se nourrit des uns des autres. Après, oui, il y a des choses qui évoluent un petit peu en fonction des critiques du jury. Où tu vois, des fois, le jury te dit « Ah, c'est cool, mais on a déjà vu ça. » Ben ouais, mais c'est moi. Ouais, mais on peut voir autre chose. On veut mieux. Donc tu te challenges. Moi, il y a des make-up, jamais de la vie, j'avais fait ces make-up-là de ma vie pour Bertha. Où t'es totalement terrorisé derrière ton miroir parce que tu es en train de sortir de ta zone de confort et tu te dis, attendez, non, mon smoky, je le fais jamais comme ça. Attendez, ça fait pas Bertha. Non, c'est très bizarre. Est-ce qu'on va reconnaître... Enfin, tu te mets dans ta tête et après tu te dis, ok, stop, arrête, vas-y, lâche-toi, fais-le et tu verras. Est-ce que tu as eu l'impression, pendant la compétition, de devenir une meilleure drag queen? Je pourrais jamais me dire ça tellement je suis hyper intransigeant sur moi-même. Je pourrais jamais me dire que je suis devenu meilleur drag queen. Est-ce que j'ai évolué? Oui, ça c'est certain. Mais ça ne sera jamais parfait. C'est dur de dire ça. Ouais, mais aussi c'est un objectif aussi de te dire à chaque fois j'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers quoi. Tu vois, même je le vois au fur et à mesure de la tournée où il y a tout le temps des trucs qui tiquent et les danseurs me détestent parce qu'on n'arrête pas de répéter. Parce que je leur dis non, j'ai vu des vidéos, je suis pas assez sharp, je suis pas assez droite, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Claude, le chorégraphe, il pète des câbles des fois. Non mais si Bertha, c'est cool. Moi tu m'as bluffé sur ton passage. J'ai trouvé que c'était non mais parce que je t'ai déjà vu performer plein de fois et là je me suis dit putain là c'est un autre level quoi, tu vois, encore. Mais aussi parce que tu montres d'autres choses en fait. J'ai l'impression que enfin je sais pas, là aujourd'hui tu te sens épanoui dans cette configuration là avec toutes ces queens et tout ce public qui... Je suis hyper content, c'est un truc, t'imagines quand j'étais petit en fait, je construisais avec mes Lego des scènes. Des grandes scènes, etc. Et t'avais plein de petits personnages devant. Je faisais des mécaniques de scène, des fauteuils qui se tournent, etc. Et là, je me dis, waouh, t'es en train d'accéder à quelque chose qui est quand même unique. Cette tournée est unique. C'est une première en France d'avoir autant de drag queens sur de si grandes scènes. C'est gigantesque. Les salles font un minimum de entre 1000 et 1200 places. Et les gens vous aiment tellement. Enfin, moi, tu vois, il y a les gens hurlent, il y a un amour, mais on se prend c'est même pas des claques, c'est des uppercuts de love dans la gueule.
Tu vois, quand même hier, tu vois, à Bruxelles, où à la fin de mon numéro, tout le monde est debout. Tout le monde se laisse standing ovation. À Nantes, où là, la standing a duré 2 minutes 10 sur mon numéro, où à un moment, tu fais le malin, tu fais la malin, tu fais « Ah, merci, merci, merci ». Et après, tu vois en fait que ça va de plus en plus fort, que les gens applaudissent de plus en plus fort. Et là, tu regardes Nikki, et là, tu fais « Nikki, oula, ça va partir, oula, ça va partir ». Et en fait, tu fonds en larmes. Parce que c'est juste un truc qui est... pour moi, c'est quelque chose dont j'aurais jamais imaginé accéder à ça. Est-ce que tu as l'impression de faire le loft, la saison 1 du loft? En fait, où, en gros, parce que la première saison, ils savaient pas ce qui les attendait, quoi. C'est ça. Est-ce que là, toi, t'as cette sensation-là de sortie de loft? On s'en est rendu compte de ça lors de la finale, quand on a fait la finale, la viewing party, avec la grande dame au Café Beaubourg, où on commence à nous parler d'agents de sécurité. On commence à nous parler de points de rendez-vous, il vous faut être avec des agents de sécurité, etc. Et on était en mode genre, ah bon? Et quand on est arrivé sur place, mon Dieu, j'avais l'impression d'être Loana dans le bus, tu sais, qui descendait les Champs-Élysées, quoi. Ça hurlait, il y avait je sais pas combien de milliers de personnes sur l'esplanade de Beaubourg. Ça hurlait, et c'est notre première fois, entre guillemets, tu vois. On était tout en groupe et avec autant de public. Les gens, enfin, il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui... Ah, ça devait être dingue. Ouais, c'est dingue. Et là, maintenant, on le voit encore sur la tournée, tu vois, il y a plein de gens qui nous attendent à l'entrée des artistes et même des petites filles. Là, c'était à Nancy où on est en train le show est terminé, on se démaquille, etc. Et avec Soa, on se dit, vas-y, on descend, on va fumer une clope. Et là, Soa ouvre la porte. Et là, il y a au moins 200 personnes qui se mettent à hurler. Et avec Soa, on se regarde. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben on y va. Et là, en fait, on va à la rencontre du public. Et il y a, petite anecdote, il y a une petite fille de 9 ans, Mathilde, je me rappellerai toujours de ça, qui arrive vers moi et qui fond en larmes. Et il y avait sa maman derrière et qui était tout émue aussi. Et j'étais en mode, waouh, mais oula, t'inquiète pas, chatoune. T'inquiète pas, tout va bien se passer, câlin, etc. Et sa maman me dit, mais en fait, merci, parce que je pense que vous n'avez pas conscience d'une chose, que vous avez transformé ma fille. Et là, je fais, ah bon, pourquoi? Elle me dit, mais avant l'émission Drag Race, elle était introvertie, très timide, très complexée. Et depuis, en fait, je n'arrête pas de lui acheter des petites palettes de paillettes. Elle met des costumes, elle va voir les gens, etc. Et tu sais quoi? Et là, tu te dis, ah putain, je suis fier de faire mon taf. Je suis tellement fier de faire ce taf-là. C'est ouf, c'est dingue. C'est trop bien. Hein. Nikki, c'est une belle rencontre pour toi? Ouais. Nikki, c'est une belle rencontre. Quand j'ai appris que c'était Nikki Doll qui présentait, j'étais un peu... mais... Ah ouais? Parce que moi, je connaissais que Nikki sur sa saison et j'avais pas d'écho, enfin, voilà. Et après, je l'ai découverte pendant le tournage de l'émission où là, on s'est rendu compte que c'est une grande sœur. C'est elle qui des fois arrêtait la production en disant stop. Donner de l'eau aux reines, donner de l'eau aux queens. On va faire un break de 5 minutes, elles en peuvent plus là, elles sont sur talons. Ça a été vraiment notre alliée, notre grande sœur. Elle prenait soin de nous. Tous les matins, elle venait nous voir en loge, 5 minutes, en mode comment ça va, etc. Parce qu'elle est comme ça. Là, on le voit aussi pendant la tournée, elle est comme ça, elle prend soin beaucoup de nous. Mais de toi particulièrement, enfin je sais pas, sur la première en tout cas, elle a dit, il y a eu un truc qui s'est passé entre vous, quoi. Ah oui, c'est clair, ça a hyper cliqué parce qu'on est un peu deux daronnes toutes les deux. Moi, je suis un peu, moi le surnom, je suis la mama bear de la troupe. Voilà, même pendant la tournée, tous les danseurs, en fait, je suis la première à dire, t'as dormi? Tu t'es couché à quelle heure? Non, tu vas te coucher. Tu arrêtes de boire. Va te coucher. Je suis vraiment la daronne, quoi. J'aimerais bien qu'on revienne juste sur l'émission, vraiment de comment ça fonctionne, parce que là, je sais que c'est con, mais moi, j'ai des questions techniques. Donc, je sais pas si t'as le droit de répondre à tout ça. Je vais te dire oui ou non, alors. D'accord. Comment ça se passe en termes de temps? Parce qu'on parle de semaines, mais en fait, c'est des épisodes. Ça tourne en combien de temps, en fait, alors, un épisode est tourné en 2 jours. D'accord. Et on tourne pendant 3 semaines. Et ça a été tourné à la suite? À la suite, ça s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Il y a pas les semaines, les fameuses semaines, genre semaine prochaine, etc. Le premier jour, la Kaina est partie. Le lendemain, on tournait l'épisode 2. Ok. Ah ouais, donc ça va hyper vite. Ah ben, c'est 3 semaines et demie, c'est intense, c'est les Jeux Olympiques, c'est une course de fond. Et moi, en 3 semaines, j'ai perdu 10 kilos. Et ils venaient vous chercher le matin ou pas? Comment ça?
Quand t'allais tourner, il y avait une voiture qui t'attendait pour aller sur le Ah, mais studio on ou était pas? dans un hôtel, en fait. Ah, vous étiez tout le temps dans un hôtel. On était tout le temps dans un hôtel à côté des studios. Et tous les matins, on allait au studio. C'était à 5 minutes à pied, go, quoi. Ok. Bah, tu vois, c'est des trucs qui m'intéressent. Yep. Donc, vous tournez. Combien de temps ça dure, le moment où vous défilez et où vous avez où on vous donne des commentaires, etc. Ce temps-là, il doit être hyper long. Ça doit être au moins une journée, Alors, non? comment un épisode est découpé? En gros, c'est genre, on va prendre un lundi-mardi. Le lundi matin, on va tourner notre entrée dans l'atelier. C'est l'entrée dans l'atelier où on discute, etc. Et après, il y a la fameuse sonnerie alarme où on a le message de Nikki. Et il y a Nikki qui nous expose le Maxi Challenge. Donc ça prend déjà une matinée. Hop, break. Après-midi, on fait le mini challenge. On tourne le mini challenge rock ou autre, etc. Et ça prend du temps, vraiment, le temps de calage, voilà. Suite à ça, nous, tous les soirs, on a 1h30 d'interview. Tous les face cam que vous voyez, en fait. Ah, c'est donc tous les soirs? C'est tous les soirs. Et ça prend 1h30. Et tous les soirs, vous devez vous habiller pareil? Oui. Tous les soirs, on doit s'habiller pareil. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder toutes mes interviews. Puisque des fois, j'ai une boucle d'oreille à droite, une boucle d'oreille à gauche. Des fois, j'ai une bague. Des fois, j'en ai pas. Ils me détestaient pour ça. Ils me détestaient. Incroyable. Ouais. Mais en plus, c'est 7h30 au tout début. Pour nous, c'était une douleur. Parce qu'en fait, tu viens de passer une journée, t'es éreinté, t'es épuisé. Et t'as 1h30 où tu reviens sur la totalité de la journée. T'es tout seul? Avec le journaliste. Et donc, ils avaient 10 journalistes? Non, 3. Il y en avait 3. C'est une équipe donc, de en 3. plus, il fallait attendre son tour, quoi. Voilà. Et 1h30, c'est hyper long. Oui, non, mais les premières journées, on faisait du 6h, 2h du mat. Oh là là. Mais voilà, et sur l'interview, en fait, c'est... tu reprends tout ce qui s'est passé de A à Z. Moi, des fois, j'arrivais au bout du 3e épisode, j'arrivais en interview en disant « On a fait quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît ?» Ah, d'accord, ok, merci. Ah, tu vois, ça, c'était une des questions que j'avais, parce que je me disais, en fait, je comprends pas pourquoi on vous laisse vous habiller différemment. Enfin, c'est un grand mystère pour moi. Ouais, pourquoi vous pas en fait, c'est pour garder une ligne... moi aussi, au début, moi j'ai souvent gueulé pendant ce tournage. Tu sais, quand la Bertha est fatiguée, quand la Bertha est fatiguée, quand la Bertha a faim. Ouf. Ouais, bien sûr. Voilà. Non, et je leur demandais, je leur dis, mais pourquoi? Mais arrêtez de me faire chier. Je sais pas où est ma veste, je sais pas où est ma paire de lunettes, je ne sais pas. Ouais. Oui, mais il le faut. Mais pourquoi vous voulez pas le faire? Non, c'est pour garder une unité. Voilà. Et aussi pour se permettre aussi de récupérer certaines gueules que tu fais pour les raccrocher sur d'autres épisodes. Voilà. Donc, le soir, tu retournes te coucher. Le mardi matin, qu'est-ce qui se passe? Le mardi matin, c'est la préparation du Maxi Challenge. C'est le Maxi Challenge que tu as préparé aussi un peu la veille. Donc, tu as le Maxi Challenge et après, tu enchaînes direct avec les préparations de défilé. Ce qui veut dire que tu t'habilles, tu te maquilles pour le défilé, etc. Pause-déj, alors que tu es en look de défilé. Donc, tu peux vraiment te foutre une grosse tache de ketchup. Mais tout à fait. Sur ta robe blanche. Mais tout à fait. Des bonnes spaghetti bolo, tu vois, avec les bonnes boulettes. Ah, voilà. Super. Et après, c'est toute l'après-midi. En gros, on reprend à genre 14h et jusqu'à 17h30, c'est les défilés. Parce qu'on nous fait défiler plusieurs fois. Ouais. Ah oui, vous défilez plusieurs fois. On défile entre 2 et 3 fois. Ok. Pour qu'ils puissent voir tous les angles, toutes les tenues, qu'il y ait plusieurs... En fait, ils ont besoin de contenu, quoi. Contenu vidéo, voilà. Mm-hmm. Les vannes des jurys, du coup, comme ça leur laisse le temps de bien réfléchir et d'en faire, c'est ça ? Exactement. Et après, il y a un 4e défilé où, en fait, on n'est pas sur le podium, mais c'est là où ils sortent leurs blagues. Ok. Bah, je te pose toutes les questions techniques qui me tracassent. Tu peux. C'était peut-être pas ce que t'attendais comme interview. Et sinon, la viande, elle était cuite à point ou pas au catering ? Non, mais moi, je me demandais, est-ce que nous, quand on regarde, on a des émotions, enfin, on ressent des choses, on dit, tiens, telle personne a bien réussi, telle personne a peut-être un peu moins réussi. Est-ce que vous, c'est quelque chose dont vous étiez consciente sur le moment ? Oui. Ouais. Totalement, parce qu'en fait, c'est une compétition et tu sais très bien que tout le monde autour de toi est ta concurrence. Ouais. Donc, tu sais très bien, t'arrives très bien à jauger qui a fait bien, qui n'a pas fait bien. Et il y a eu tout un truc, moi, j'ai trouvé que c'était une compétition, enfin, que c'était une saison qui était hyper bienveillante, etc.
Est-ce que c'était une volonté pour vous tous de ou ça s'est fait parce que ça s'est fait, ou est-ce que vous vous êtes dit on veut pas se chier sur la gueule en fait? En gros, c'est quelque chose qui s'est fait totalement naturellement. Ouais. Et c'est quelque chose dont on est fier parce qu'en fait, on n'a même pas eu de discussion à savoir si non mais arrêtez, il faut pas qu'on soit shady, il faut pas qu'on soit ci, qu'on soit ça. Non, on s'est même pas dit ça. En fait, c'est venu naturellement et c'est venu aussi d'un constat que on est quand même la saison 1 de Drag Race France. On va être quand même la représentation de la drague auprès de publics non conquis, tu vois. Ouais. Donc, autant montrer quelque chose de bienveillant, de simple, de vrai et tout cet aspect de sororité. Et c'est quelque chose qui est très naturel pour nous aussi. Tu vois, on s'est pas du tout forcé. T'as des regrets aujourd'hui sur cette saison, toi? J'aurais pu faire des choses différemment. Mais en fait, non, je regrette pas. Je regrette pas du tout. Je suis très content du parcours que j'ai fait. Il y a des trucs qui ont été très très durs, même psychologiquement, physiquement. C'est une compétition qui est très dure. Hein. C'est une compétition qui est vraiment vraiment compliquée. Comme quoi, par exemple, si t'as envie de donner un exemple. Ben en fait, c'est les choses, c'est la fatigue. Exemple, tu vois, très clairement, quand on est arrivé dans l'atelier avec Soa m'a dit, Bertha, faut qu'on parle d'un truc. Est-ce qu'on parle du C? Et parler du C, c'était parler de mon cancer. Parce que Soa a vécu mon cancer, etc. Et j'avais dit à Soa, non, on n'en parle pas. Je veux pas en parler. Ok. Et c'est juste, on arrive au 6e épisode où là, t'es épuisé, t'es fatigué, t'as des retours de jury qui sont vraiment pas top, où tu te remets énormément en question, où en fait, là, t'es vraiment vidé, en fait. Et en interview, tu lâches tout. Ouais. Tu lâches tout, etc. Où je m'effondre, où je dis à la journaliste, je dis non, mais en fait, des fois, je me pose la question si est-ce que j'ai fait le bon choix de tout plaquer, etc. Et il y a le mot cancer qui est sorti. Là, la journaliste a fait OK, oh, attends, on va couper la caméra, vas-y, parle-moi, etc. Donc on a échangé ensemble. Et elle m'a dit, je trouve ça important que tu en parles, que tu communiques là-dessus. Moi, je voulais pas en parler. Je voulais pas en parler parce que j'avais pas envie d'attirer la pitié des gens. C'est le regard du oh là là, le pauvre, etc. Ou ci ou ça. Non, ça, je déteste ça. Donc je m'étais dit non, je vais pas en parler. Mais la journaliste m'a dit si, parle-en. Ça va faire du bien aux autres. Et là, j'ai fait, OK, d'accord, je vais en parler. Et tu vois, c'est... Et donc, t'as pris cette décision d'en parler, mais comment tu... Donc, tu te dis, vas-y, demain, j'en parle. Ouais, c'est demain, c'est... parce qu'en fait, après il y a des énormes discussions aussi avec les journalistes ensemble, à savoir, est-ce que t'as envie de partager ça avec tes sœurs? T'as envie de partager cette histoire avec les filles, etc. OK, ça marche, on va trouver un angle. Et après... on était assez libre on savait très clairement de quoi on devait parler, chacune. Parce que souvent, ils avaient des thèmes, ils avaient des sujets, tu vois. Moi, le premier épisode, c'était parler de la grossophobie et de mon métier d'effeuilleuse burlesque, voilà. Et là, quand j'ai parlé de ce sujet-là, qui ne devait pas sortir, mais qui est sorti à cause de la fatigue, à cause de plein de choses, là, et c'est là où elles m'ont dit, c'est important d'en parler, donc parle-en quand tu veux. Et le sujet a été amené sur la question qu'on m'a posée, c'est tu as professionnalisé ton personnage drag depuis quand? Et en gros, je leur ai indiqué, mais ça fait 6 ans que je l'ai professionnalisé parce que il y a un petit moment, j'ai eu un cancer et où je me suis posé énormément de questions en me disant qu'est-ce que je fais? Je reste dans mon taf administratif, événementiel, conciergerie, etc. Ou est-ce que j'ai envie de juste embrasser ma vie, embrasser ma passion et me dire que peut-être il me reste très peu de temps sur Terre, donc autant y aller, foncer, avancer et me faire kiffer, quoi. Et je me dis, putain, heureusement qu'il y a eu ce truc dans ma vie. Maintenant, à l'heure actuelle, heureusement qu'il y a eu ce truc dans ma vie. Ouais. Peut-être j'en serais pas là, tu vois. Peut-être je serais pas à Bruxelles à faire cette tournée, peut-être j'aurais pas fait l'émission, enfin, voilà. C'est génial. Ah, de ouf. De quoi t'es le plus fier par rapport à cette émission et puis par rapport à ce parcours que dans lequel vous êtes, enfin dans lequel t'es en ce moment et vous êtes un peu tous et toutes, tu vois? De quoi je suis le plus fier? Je pense de cette troupe. Ah ouais? Le plus fier de cette troupe parce que on est toutes différentes. On est toutes différentes, mais on a une seule passion, c'est cet art du drag à notre façon, tu vois. Et c'est ça qui est hyper cool parce qu'il y a clairement pas de compétition entre nous. Il y en a pas, en fait, c'est marrant. Il y a pas de compétition, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ça fait du bien de te dire, ah là là,
ça existe. Des sœurs drag, tu vois, qui sont... mais qui ont cette âme de troupe. Moi, je viens du milieu du cabaret, donc les troupes, moi, j'en ai à gogo, enfin, j'en fais partie à gogo de chanteurs, de danseurs, de burlesqueurs, etc. Mais c'était rare. J'avais jamais fait partie d'une troupe de drague. Jamais. Donc, j'avais un peu peur, tu vois, me dire, oulala, une drag queen, ça a un ego surdimensionné, ça a pas le fa, ça mais en fait, pas du tout. Là, je suis tombé dans une troupe fantastique. Donc ouais, ce dont je suis le plus fier, c'est ce casting. Est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé dans l'émission mais qui n'a pas été mis dans le montage? Il y en a plein. Mais est-ce qu'il y a un truc où toi tu t'es dit merde, c'était marrant? Non, il y a des trucs, tu vois, où je me suis dit merde, pourquoi ils l'ont pas mis. C'était pas un truc forcément marrant, c'est pendant le ball, hein, le challenge de couture, hein, où on doit créer une tenue Festival de Cannes avec des accessoires de plage. Où en gros, moi, je me retrouve avec un transat. Et là, vous aviez vraiment 2 jours, quoi. Ah, on avait une nuit. Putain. Là, on avait une nuit pour faire la tenue. Et encore, ils nous avaient laissé le droit, l'autorisation de prendre les costumes à l'hôtel pour continuer à travailler. Mais pas le droit de faire venir quelqu'un. Ah non. Mais c'est pour ça, on s'entraidait nous, en fait. Ouais. Et en gros, donc moi, je tombe sur ce fameux transat, en fait, avec cette toile jaune, où je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et je me dis, ok, je vais partir sur un corset, et je commence à découper le transat, à en faire un corset, etc. Et à un moment, il y a Nikki qui vient dans l'atelier, et qui commence à discuter avec les unes et les autres, et on voit mon corset. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, le corset s'est totalement déchiré, donc j'ai dû refaire une tenue à l'arrache. Donc les gens, en fait, n'ont pas vu toute l'étape créative, parce qu'en fait, tout ce passage, il n'a pas été mis à l'antenne. Donc c'est là où tu te dis, putain, merde, fais chier, j'aurais bien aimé quand même que les gens voient que je me suis quand même cassé le cul à faire un corset avec un putain de transat de merde. Mais oui, il y a eu plein de petits trucs qui... Parce qu'imagine quand même une émission en 2 jours, il y a énormément de matière. Bah tu m'étonnes, oui, c'est sûr. Et en regardant les commentaires, tu sais, bah, que vous faites ce que vous enregistriez le soir, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses que parfois t'ont blessé par rapport à ce que d'autres ont pu dire? Alors non, parce qu'en fait, on débriefait à chaque fin d'interview, on débriefait. Ah ouais, donc tu savais ce que t'allais voir. On débriefait toutes, les unes avec les autres, en disant ah, je t'ai cassé là. Ouais. Ou tu vois, voilà. Et par rapport au retour du jury, parce que du coup, il y a une partie où vous étiez pas là. Ouais, après. C'est la seule chose que tu découvrais en fait. Ouais, c'est la chose qu'on découvrait en fait. Par rapport au jury, mais de toute façon, tu sais, enfin, moi je pars du principe que c'est un jury, donc forcément ils vont critiquer. Il y a des trucs qu'ils vont aimer, il y a des trucs qu'ils vont pas aimer. That's life. Et t'as signé pour ça. Ouais. Donc pas la peine que de te faire du mal. Enfin, tu sais très bien qu'il va y avoir de la critique. Donc oui, ils vont critiquer certains trucs. Oui, il y a des trucs sur lesquels tu vas pas être d'accord. Mais ça reste une compétition de télé, quoi. C'est quoi la suite pour toi, là? La suite pour moi, c'est la suite de la tournée. C'est la reprise de mes propres productions, la Bertas Fantasia, qu'on va faire incessamment sous peu dans Paris. Et il me tarde aussi de faire tourner cette Bertas Fantasia. Les actualités télé aussi, puisque ça y est, je vais tourner l'émission Cuisine ouverte sur France 3 avec Maurice Acco. Génial. Donc ouais, je suis trop content. Trop cool. Et puis aussi tourner au Canada et tourner aux États-Unis. Ça, c'est génial. Ah ouais, c'est trop bien. Est-ce que tu vis un peu un rêve, quoi? Ah, c'est pas un peu, je vis clairement un rêve. Je vis clairement un rêve. Et te dire aussi que, en fait, ça y est, je me dis que, tu commences à vivre de ton métier commence à être respecté, ton métier commence à être reconnu. Et j'espère que ça va faire des petits aussi derrière. Qu'on soit pas juste que la première lignée, tu vois, ça serait bien. Qu'une mode. On a un devoir d'éducation aussi auprès des bookers, auprès des gens, etc. Donc j'espère que ça va suivre derrière. C'est juste ça. Ah, c'est trop bien. Bah, félicitations parce que c'est trop cool. Grave, c'est dingue. Hein. Est-ce que t'as une dernière chose à dire aux auditeurs et aux auditrices de Vulgaire qui t'écoutent et qui peut-être soit te découvrent, soit ne te découvrent pas et t'aiment profondément? On est bichot. Un truc, par exemple, un truc un peu inédit. Un truc un peu inédit. Si vous êtes venu me voir dans le show de Drag Race France Live en septembre, revenez
parce qu'il y a des choses qui ont changé sur mon numéro et des choses un petit peu très Bertha-esque, ce qui veut dire over the fucking top. Je suis trop contente parce que je reviens en octobre. Ah, trop bien! À Paris, donc je suis contente. Je verrai les changements. Ouais. Attends, je te demande encore une dernière chose. Je vais te... Non, je te demande pas une dernière chose. Mais si, franchement... vas-y. Non, c'était super. Franchement, merci. Franchement, merci pour pour ce moment pédagogique où tu m'as expliqué, où tu as répondu aux questions que j'avais très techniques. Je vois bien que je t'ai posé des questions qui étaient un peu techniques. J'adore. Mais donc, de 14h30 à 16h30, qu'est-ce que tu faisais? Mais n'empêche que voilà, c'était une question que voilà, je me posais. Toutes les questions que je me posais. Est-ce que tu peux me raconter comment ça quand t'es éliminé, qu'est-ce qui se passe? Quand t'es éliminé, alors on me l'a raconté parce que moi j'ai fait un énorme blackout, très clairement. Ah ouais, de ouf. Enfin, je vais te raconter. Donc, t'es éliminé, donc tu sors du plateau, t'as les nounous qui t'attendent au pied de l'escalier derrière le plateau pour te ramener dans ta loge où tu chiales ta race, etc. On t'enferme dans ta loge parce qu'en fait les autres filles finissent le tournage sur le podium, sur le plateau. Les filles ont fini le tournage, hop, toutes les autres queens sont enfermées dans leur loge individuelle. À ce moment-là, on vient me chercher pour m'amener dans l'atelier. Hop, on tourne la séquence de l'atelier avec le message, etc. Tes derniers mots, on te fait re-rentrer dans ta loge, on t'enferme dans ta loge, on fait ressortir les filles qui arrivent dans l'atelier et qui lisent le message, etc. Oh là là. Et ouais, et même, tu sais, j'étais tellement déconnecté par rapport à mon lip sync. Et ça, je n'ai pas encore vu mon lip sync. Ah ouais. Non. Je veux... Vous avez les chansons longtemps à l'avance? Très peu de temps à l'avance. On les a très peu de temps à l'avance. Mais moi, quand j'étais éliminé, quand on m'a ramené dans ma loge, je savais que je devais aller dans l'atelier. Et on me dit, Bertha, c'est bon, on va aller dans l'atelier, on va écrire le message. Et moi, je leur dis, non, on peut pas. Je suis pas microté. J'ai pas mon micro. Et là, les filles, et ma nounou principale, elle me dit, mais t'as été remicroté sur le plateau, Bertha. Et moi, j'avais totalement zappé. Ah ouais. Totalement zappé. Même j'avais totalement zappé que je m'étais rhabillé, que je... Ouais. Genre... Pas de souvenir. Mais c'était trop bien. Merci. Avec grand plaisir. Pour tout ça, pour toutes ces anecdotes, pour tout ce que t'as fait, pour ce que tu fais encore. Et puis, et bravo, quoi. Ben merci. Merci 1000 fois. Allez, au revoir. Elle fait très mal, mais allez, au revoir. Allez. Et bisous. Bisous. Allez, tchuss. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.